Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Mario Stasi. Bienvenue Emmanuel de Bono, Fabienne Angèle. Donc, je suis très heureuse, c'est un peu près. Oula. Je suis très heureuse et très fière de vous accueillir ici, d'accueillir la LICRA dans nos murs, à quelques dizaines de mètres du Parlement européen et du Conseil de l'Europe. Des lieux emblématiques où nous avons réussi à construire pendant près d'un demi-siècle une Europe de la paix et un monde plus juste et plus ouvert, fondé sur les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale et les horreurs de la Shoah. Aussi, le colloque qui vous réunit ici aujourd'hui s'inscrit dans une actualité brûlante, cela ne vous aura pas échappé, qui est évidemment celle des crises migratoires, entre autres, mais peut-être largement aussi celle du rapport à l'altérité qui se dégrade dans nos sociétés. Chaque jour nous en offre malheureusement des exemples plus dramatiques, avec plus de 1500 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre. Et chaque jour, 2 églises sont attaquées régulièrement et des mosquées également. Cette escalade vers le pire ne se traduit pas seulement par des actes que la loi condamne, elle se ressent partout. L'espace du désaccord acceptable dans le débat public s'est réduit sur un timbre-poste. Le sectarisme s'est renforcé, emportant avec lui le respect que nous devons, dans une démocratie, à l'opinion de chacun. Mais il n'y a pas de fatalité. Nous pouvons empêcher la destruction de ce qui fait notre commun et au contraire refaire ce qui a été défait. C'est ce qu'essaye de faire à son niveau la région Grand Est. Lorsque nous mobilisons chaque année depuis 2004 plusieurs dizaines de milliers de jeunes lycéens dans le cadre du mois de l'autre autour de valeurs de tolérance, de laïcité, d'égalité et de liberté d'expression. Des actions auxquelles nombre des présents ici participent chaque année et qui permettent de développer un esprit critique et une ouverture interculturelle pour que chaque jeune puisse s'enrichir des cultures des autres. Ou encore notre partenariat avec le Mémorial de la Shoah. 11 classes de lycéens par an, 300 lycéens. Et un chiffre que nous allons doubler d'ici 2025 pour répondre au rebond inédit, ça fait un peu drôle de dire au rebond, inédit de l'antisémitisme dans notre pays. Il y a également le partenariat avec le Forum mondial de la démocratie, puisque la démocratie est la condition de l'état de droit, et l'état de droit, la condition de la démocratie. C'est toute la force et la richesse de ce colloque. Construire un dialogue apaisé, faire émerger des réponses concertées autour de ce rapport particulier que nous entretenons avec les migrations. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et très riche. Et merci finalement d'avoir choisi cet hémicycle pour faire votre colloque. Voilà. Oui. Merci infiniment Gabrielle pour ces mots d'introduction. Gabrielle qui est depuis longtemps une amie de la LICRA. Oui, bien sûr. Au nom de la LICRA, je tiens à remercier aussi Franck Leroy, le président de la région Grand Est, de mettre à notre disposition ce magnifique hémicycle et le hall où nous aurons l'occasion de voir l'exposition de Jeannette Grégory et d'avoir un déjeuner syrien que nous avions déjà apprécié l'an dernier. Alors, mesdames, messieurs, puis chers amis, je vous remercie d'être venus pour assister à la 2e édition de la journée Exil, avoir le courage de l'hospitalité, organisée par la LICRA en partenariat avec les sections de Bas-Rhin et Mulhouse. En France, aujourd'hui, le droit d'asile est un droit humain reconnu et encadré tant par des conventions internationales que par notre bloc constitutionnel. Autour de cet arsenal juridique, ce sont de nombreux acteurs sociétaux qui se mobilisent pour faire respecter le droit fondamental afin d'accueillir les personnes cherchant l'exil en France. Les institutions et les administrations, à travers la mission des fonctionnaires d'assurer son application, mais également les associations, par l'engagement sans répit de leurs salariés et leurs bénévoles, et enfin les citoyens sensibilisés et mobilisés qui ouvrent leurs portes aux réfugiés. Concernant cette 2e édition, nous souhaitons, dans un contexte tendu, réaffirmer une position politique en matière d'immigration et allier témoignages de terrain, approche juridique européenne et retombées économiques,
L'Union européenne a édifié depuis de nombreuses années par des moyens divers une multitude de frontières juridiques, lesquelles disent la volonté des États membres tout autant de maintenir éloignés les ressortissants d'États tiers que de les piéger à l'extérieur du territoire européen. Cette journée du 18 novembre a pour but de discuter des failles des systèmes européens, mais aussi et surtout de proposer des pistes pour allier solidarité et justice. Trouver le droit d'accès à des voies légales de migration en Europe, garantir l'accès dans des conditions dignes à une protection internationale, assurer le contrôle des autorités européennes qui sont trop souvent frileuses et contradictoires. Nous avons également pour but essentiel de nourrir nos réflexions sur l'immigration. Cette journée s'organise autour de 4 tables rondes. Donc la première, animée par Véronique Leblanc, intitulée « Femmes, enfants, mineurs isolés, des vulnérabilités spécifiques ». Une deuxième table ronde, animée par Gilbert Flamme, « La France et l'Union européenne face aux flux migratoires ». La troisième table ronde, animée par Galine Albaz, « La lutte contre le racisme anti-immigré, partie intégrante du combat antiraciste ». Et enfin, la dernière table ronde, animée par Alain Blum, ici présent, « L'urgence de la mise en place d'une politique publique intégrant des opportunités économiques ». Cette table ronde, donc qui finira vers 17h15, si nous n'avons pas trop de retard, sera suivie par la remise du prix Karoli El-Oussami à l'association J'aide un Syrien, et puis l'intervention de notre président, Mario Stasi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie vraiment de votre présence au nom de la LICRA et des sections du Bas-Rhin et de Mulhouse. Merci. Et je remercie Emmanuel de Bono pour sa prise de parole. Merci, mon président. Bonjour à toutes et à tous. Donc Emmanuel de Bono, je suis rédacteur en chef du Droit de Vivre, le DDV, qui est donc la revue de la LICRA. Et alors moi aussi, je vais aussi remercier. C'est drôle. Ah oui. Merci à la région, merci Madame Rossner pour cet accueil, merci à Fabielle et à toute l'équipe qui a organisé cette journée, qui, j'en doute pas, sera à la hauteur de ce qu'elle fut déjà l'année dernière, c'est-à-dire un véritable laboratoire d'idées, de partage d'expériences, de connaissances. Fabienne m'a demandé de faire une petite introduction un peu sur un mode historique, ce qui permet souvent de faire de prendre un petit peu de profondeur ou de hauteur, et donc c'est ce que je vais faire. Enfin, essayer en tout cas. Alors, nous vivons dans un contexte pour le moins compliqué, un contexte de division politique profonde, d'une menace djihadiste persistante et de crise internationale qui, disons-le, font peur. Et cette peur n'est pas bonne conseillère, en particulier quand un projet de loi sur l'immigration est en discussion. Alors je ne suis pas personnellement spécialiste de l'immigration, mais en revanche, quand on fait des recherches sur l'histoire du mouvement antiraciste, on croise constamment la question de l'étranger, de l'altérité, de la xénophobie et du racisme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet suscite un débat public, sinon une polémique interminable. Peut-on débattre sereinement de l'immigration ? A priori, pas vraiment, parce que le sujet en réalité ne se réduit pas à une bataille de statistiques et qu'il soulève de grandes passions. L'immigration touche aux racines mêmes de la civilisation, du peuplement, de la culture, de l'identité, à la conception même de l'État-nation. Elle inspire aussi pas mal de fantasmes autour du sang, autour de la race, je mets des guillemets, de la pureté, de l'homogénéité des hommes et des femmes qui vivent ensemble et accomplissent ensemble un destin qui les dépasse. L'immigration, c'est aussi la réalité du quotidien, de la vie des hommes et la confirmation sans cesse renouvelée par l'ascendance de chacun, ou presque, par la langue, la culture au sens large, que la France a toujours été, que ses habitants et ses responsables politiques l'aient voulu ou non, une terre de circulation, de transit ou d'installation, un espace ouvert, en tout cas, aux influences, aux différences, aux synthèses, et à la question inévitable qui nous réunit ici, celle du devenir commun.
Un entremêlement, donc, de représentations plus ou moins fondées, de réalités plus ou moins acceptées, qui déterminent des discours et des choix politiques dans la cité. De la manière dont se traduisent ces débats, traditionnellement vifs, dépend pour partie la condition immigrée. De la manière dont s'inscrit le phénomène migratoire dans la société dépend pour partie aussi la nature, la teneur des débats. Mais pas seulement. Il existe, concernant l'immigration, quelles qu'en soient les modalités et la réalité, un front du refus pour lequel toute forme apparente d'extranéité, physique ou culturelle, pose nécessairement problème et doit faire l'objet, dans le meilleur des cas, d'un endiguement sévère, dans le pire d'une politique répressive. Il existe aussi, et ce depuis des décennies, un front de l'ouverture avec de multiples nuances, allant de la défense d'une liberté inconditionnelle de circulation, no border, et à des formes plus mesurées, mais s'inscrivant tout de même dans un principe d'accueil. Les uns et les autres constituent ce que les partisans de l'immigration zéro, chez lesquels on trouvera aussi des nuances entre ceux qui refusent catégoriquement le mélange des populations et le métissage, et ceux qui s'inquiètent d'un trop-plein d'immigration, ce que les partisans donc du refus de l'immigration nomment les immigrationnistes. La LICRA fait ainsi partie, aux yeux d'une extrême droite traditionnellement hostile à l'immigration, fait partie de ce prétendu lobby immigrationniste qui, par sa rhétorique, ses discours, est censé endormir la vigilance, masquer les dangers de l'immigration, aujourd'hui en particulier le terrorisme, désinformer sur les enjeux réels de ces entrées incontrôlées, ou prétendument incontrôlées sur le sol national, dont la conséquence présumée porte désormais un nom, même si la notion parcourt l'histoire du nationalisme, le grand remplacement. Ce grand remplacement qui adopte une dimension complotiste, dès lors qu'il est pensé comme relevant d'une volonté concertée et organisée de certaines élites libérales mondiales, est devenu un point focal dans le débat politique. On le nomme, on questionne l'adhésion des citoyens à son sujet, on le martèle à l'extrême droite, mais aussi à droite, dans les discours politiques. Mais surtout, je le répète, on le nomme. Et le fait de le nommer a un effet performatif extrêmement puissant. Avec un nom, on se figure mieux les faits, on se les représente. L'information, où l'infox circule mieux. Elle pénètre davantage les esprits, nourrit les représentations, les cauchemars aussi, prend le pas sur la réalité, même quand celle-ci est scientifiquement étayée par le travail des statisticiens, des démographes ou des sociologues. Et puis, il faut le souligner, cette notion arme le bras des assassins, ceux qui, comme Anders Breivik ou Brenton Tarrant, l'attaquant des 2 mosquées de Christchurch il y a 2-3 ans, tuent pour stopper le White Genocide, ou en français dans le texte donc le grand remplacement. Je le souligne aussi, cette théorie du grand remplacement cible les personnes d'ascendance maghrébine ou subsaharienne, mais elle renvoie bel et bien à un complot nécessairement juif, puisque derrière ces masses de déshérités censées être parties à l'assaut de l'Europe, et qu'avait imaginé sous la forme d'une fiction à succès l'essayiste et l'écrivain Jean Raspail dans le roman Le Camp des Saints en 1973, se déploie en fait la main des cosmopolites qui, par l'immigration, organisent la submersion du monde blanc et qui s'incarne dans la figure diabolisée du milliardaire et philanthrope juif américain George Soros. Des propriétaires blancs aux Antilles, après l'abolition de l'esclavage en 1848, crièrent à l'évictionnisme. Un Édouard Drummond ou un Maurice Barrès virent au tournant du XXe siècle dans la présence juive en France la menace d'une substitution d'un peuple à un autre, la fin de la France chrétienne. Dans les années 1930, dans une atmosphère où l'on dénonce les métèques et l'invasion juive, c'est aussi la crainte d'une disparition de la France qui s'exprime avec violence. Elle se nourrit toujours de bribes de la réalité. Dans les années 1930, par exemple, ces juifs qui arrivent d'Europe orientale, mais aussi d'Allemagne, qui baragouinent à trop haute voix dans un très mauvais français, qui débarquent souvent dans un état de dénuement profond. Alors oui, la misère, l'errance, l'angoisse de la survie au quotidien structure bien souvent la vie de ces nouveaux arrivants. Et ces situations difficiles sont une véritable fabrique de l'hostilité qui alimente les discours de rejet. Insécurité, violence, corruption, vices de tous ordres ont fait peser sur ces immigrés, ces réfugiés, bien des accusations. Certaines, je l'ai dit, ont un lien avec la réalité, ce qui complique un peu notre affaire à nous, militants antiracistes. Mais quel lien ? Écoutons par exemple l'historien Yvan Gastaut, spécialiste de l'immigration. Et je le cite. « S'il est vrai que la structure de la population étrangère est à l'origine de comportements délinquants plus importants dans les faits, le préjugé se situe au niveau de la croyance d'une délinquance inscrite dans l'essence même de l'étranger,
jusqu'à penser que sans étrangers, l'insécurité pourrait disparaître. Alors nous voici au cœur même de la problématique qui nous réunit aujourd'hui, car de la manière, je l'ai dit, dont un pays comme la France accueille les immigrés, découle la manière dont ils sont perçus. Un problème, une menace, un danger, ou au contraire, un bienfait, une nécessité, une richesse, ou, de manière plus neutre, une réalité humaine, historique, avec laquelle il faut de toute façon composer, et tant qu'à faire, au mieux. Le sentiment anti-immigré se loge dans des peurs ou des récits ancestraux. On n'oublie pas que cette question de la xénophobie est aussi un outil de construction de la conscience nationale. On songe par exemple à la germanophobie de la période 1870-1914. Chaque époque, donc, a ses problématiques en la matière. Dans les années 1960, après les accords d'Évian, avec l'arrivée en métropole des Français d'Algérie et des Harkis, mais aussi et surtout avec la venue de nombreux travailleurs algériens, maghrébins, subsahariens, la presse raciste se déchaîne. L'hebdomadaire Minute incrimine de semaine en semaine l'invasion algérienne, je mets des guillemets, la gangrène algérienne, des guillemets également, mais aussi, de gros guillemets, les Noirs qui ramènent la tuberculose. C'est ce qu'on peut lire à la une de Minute, régulièrement. Tous ces immigrés, en quelque sorte, qui volent, violent, vivent en parasites, tuent également. La fait diversification de la presse spécialisée, mais aussi plus généraliste, et c'est là le problème, entretient dans une partie de l'opinion cette figure de l'immigré danger, cette image de l'immigration problème. Face à cette mésinformation qui prend aujourd'hui une tournure à peine plus policée, on se souvient du tweet de Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, le tweet disait « L'immigration tue la jeunesse », ce qui lui valut une relaxe. Et bien face à cette mésinformation, il n'est qu'une attitude, une ligne à conserver, une ligne morale, qui est celle d'une manière générale de la lutte antiraciste, mais une ligne adossée à la réalité des faits, à la recherche de la vérité. Quelques exemples, pour rester dans les années 1960. Un journaliste du Monde, Michel Legris, évoque en février 1964 les activités d'une minorité d'éléments douteux qui nuisent à la fois à la réputation de leur pays et à leurs compatriotes, honnêtes travailleurs. Dans Le Droit de vivre, le journal de la LICRA, Jean Selle, militant des droits humains, parle, je cite, d'un certain nombre de blousons bruns experts en agression de femmes seules et de souteneurs. Ces indésirables causent un préjudice évident à l'émigration algérienne. Fin de citation. Dans Droit et Liberté, qui est l'organe du MRAP, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, à cette époque-là, et non pas pour l'amitié entre les peuples, Albert Lévy, donc secrétaire général du MRAP, explique comment Minute déforme la réalité, mais il assoit sa mise au point sur la réalité. Je le cite, « On ne peut évidemment nier qu'il y a parmi les Algériens, comme dans n'importe quel groupe humain, des criminels, des voyous, des malhonnêtes. Ils constituent, comme dans tous les autres cas, une minorité condamnée par l'ensemble du groupe. » La position d'une militante, Nicole de Boissanger-Dutreil, est similaire. Je la cite, « Toute communauté a ses délinquants. » Pourquoi dès lors ne s'arrêter que sur les faits qui mettent en cause les Algériens? Pourquoi exagérer les chiffres et annoncer, comme l'édition de Minute du 20 novembre 1964, que l'invasion algérienne recommence et que bientôt ils seront 1 million? Pourquoi ne jamais rendre objectivement compte de la dure réalité sociale et économique de la très grande majorité des travailleurs? Je pourrais enfin citer un rapport de Charles-André Hirsch, commissaire principal aux délégations judiciaires de la préfecture de police, donc à Paris, qui, lors d'un colloque organisé par l'association France-Algérie en octobre 1966, fait un exposé intitulé, je cite, « La délinquance, mythe ou réalité ». Cambriolage, vol, escroquerie, trafic, infraction aux mœurs, attentats sexuels, tout est passé au crible de la statistique de manière clinique. Des chiffres globalement modestes, souligne Hirsch en conclusion, au regard de l'importante population parisienne, mais pointe-t-il un authentique problème de proxénétisme. Et Hirsch d'expliquer, je le cite, « Beaucoup d'émigrés qui n'ont pas de nos lois et règlements une conception très nette, transgressent souvent le droit positif qui ne s'impose ni à la morale ni à la conscience. » Et le fonctionnaire de rapprocher les faits constatés en France d'autres réalités étrangères, les Jamaïcains à Liverpool ou à Londres, les Portoricains à New York, les wetbacks mexicains au Texas. Et il ajoute, je le cite, « Comme ils connaissent très peu les lois, ils forment un pourcentage de délinquants. » On est vraiment ravis de vous recevoir et de vous entendre sur ce... Je n'ai rien déclenché. Je reprends. Sabotage.
Je reprends la citation. Comme ils connaissent très peu les lois, ils forment un pourcentage de délinquants assez élevé et fournissent par contraste une bonne conscience à leurs observateurs. Alors je me suis attardé sur les années 1960, j'aurais pu m'attarder sur les années 1880, les années 1930 ou les années 1970. En réalité, chaque époque, je l'ai dit, est porteuse de bouleversements sociaux, politiques ou autres, avec leur lot d'inquiétudes sourdes et d'angoisses profondes. La figure de l'immigré devient facilement, au gré des crises, celle d'une menace ou d'un ennemi intérieur. Il y a de ce point de vue, dans un pays comme la France, une certaine permanence qui rappelle aussi le rôle qui doit être celui d'une organisation comme la LICRA. Rechercher la vérité, documenter la réalité, vérifier les faits, casser les idées reçues, combattre la désinformation, les fake news, plaider par ailleurs pour des conditions d'accueil et de vie dignes pour les hommes et les femmes qui viennent en France. Le faire dans un esprit d'humanité et d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire en ouvrant les yeux également sur les effets négatifs et pervers d'une politique d'accueil insatisfaisante pour les corriger, sur l'existence et l'action de réseaux criminels pour les combattre, avec la conviction que cette défaillance et fléau fragilisent davantage encore des populations déjà vulnérables. Comme pour bien d'autres sujets, la politique ici ne peut être que volontariste et ambitieuse et ne doit ni succomber à la pression médiatique ni à la courte vue de la politique politicienne. Au lendemain des grandes manifestations qui suivirent la profanation du carré juif du cimetière de Carpentras, la LICRA se félicitait dans les colonnes du droit de vivre, donc en juin 1990, d'un unanimisme dont on se demandait s'il allait être durable et porter des fruits. On n'en est plus exactement là. Et la question de l'immigration se joue aujourd'hui dans un contexte de division profonde, ou plutôt d'une opinion majoritairement défavorable à l'immigration. Alors, relisons le droit de vivre de juin 90 dans sa juste sobriété et inspirons-nous-en pour cette belle journée qui s'ouvre. Je cite: « La lutte contre le racisme et l'antisémitisme, l'intégration des immigrés ont tout à perdre lorsque ces deux dossiers majeurs sont récupérés par l'affrontement politique. » Et la LICRA de poser ces deux questions. La manifestation unitaire de la République n'aurait-elle été qu'un phénomène isolé, sans lendemain politique? Le piège tendu par Le Pen aurait-il fonctionné, qui veut que la France se divise sur ces deux sujets? Voilà. Créons donc, aujourd'hui, par nos débats, de l'unité. Je vous remercie.